Mon général, monsieur le préfet, mesdames et messieurs, bienvenue dans le complexe de préparation opérationnelle de Champagne, et plus particulièrement sur son champ de tir numéro 6. Pendant 1 heure, vous allez découvrir la manière dont se fait la guerre au XXIe siècle et être immergé dans les exigences du combat de haute intensité d'une force armée face à un adversaire de même niveau, l'ennemi Mercure. C'est une manœuvre offensive, interarmée et interalliée de grande ampleur. Elle comprendra de multiples séquences de tirs réels dans des conditions de sécurité extrêmement strictes. C'est pour cette raison que vous apercevrez des gyrophares ou des gilets fluorescents à telle ou telle occasion, mais surtout un travail d'expert lorsqu'il faut coordonner les actions des différents milieux que sont l'aérien, le terrestre, le maritime et le spatial. 6 tableaux vont se succéder devant vous. Nous allons voyager dans le temps, également dans l'espace, et ainsi, sur le champ de tir numéro 6 devant vous, se joueront des événements éloignés entre eux de plusieurs centaines de kilomètres. Toutes les actions du scénario n'auront pas lieu ici aujourd'hui, mais les illustrations sur l'écran géant ont été filmées dans leur grande majorité au cours de l'exercice Orion. Nous allons aborder bien sûr les fondamentaux du champ de bataille que sont la profondeur du dispositif ennemi, la ligne de contact et notre zone arrière, mais surtout tenter de vous familiariser avec les nouveaux champs de conflictualité que sont les champs immatériels du cyber, de l'environnement électromagnétique et de l'information. La présentation inclura des tirs réels très bruyants, raison pour laquelle des casques anti-bruit ont été déposés sur vos sièges. Vous serez invité à les mettre à l'issue de l'allocution du chef d'état-major des armées. Monsieur le préfet, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les maires et les élus, monsieur le délégué général pour l'armement, monsieur le général commandant la zone de défense et de sécurité Est, où est-il? Ah non, il est parti avec le ministre, mais j'ai oublié le chef d'état-major d'armée de l'air. Merci Stéphane d'être là. En fait, bien évidemment, je suis très heureux de vous accueillir ici. C'est un grand plaisir pour moi, même si, en fait, vous l'avez compris, ici, on est un peu sur ce qu'on pourrait appeler la ligne des contacts. Donc dans la réalité, ça serait probablement un peu plus compliqué, mais ce n'est pas la réalité. Auparavant, on va assister à cette démonstration dont vous a parlé le général Gaulin, mais auparavant, je voudrais brièvement vous expliquer pourquoi Orion est bien plus qu'un exercice. Orion est préparé depuis 2021 et a été conçu comme un rendez-vous majeur pour les armées françaises. C'est une activité d'envergure, d'une ampleur inédite, depuis plusieurs dizaines d'années. Le changement d'échelle est un des marqueurs les plus significatifs de la haute intensité et il se manifeste sous 2 aspects principalement. Tout d'abord dans les volumes et le niveau des unités engagées. Et en fait, vous avez ici le corps de réaction rapide qui exerce le commandement de cet exercice, qui a sous ses ordres des divisions, des brigades et toutes les unités d'appui et de soutien. Ainsi, on passe dans une dimension supérieure du combat. Le deuxième changement en termes de niveau d'échelle, le changement d'échelle se perçoit aussi dans l'étendue des domaines physiques et immatériels qui sont pris en compte dans cet exercice. C'est ce que l'on appelle l'environnement multimilieu et multichamp des opérations. Ça veut dire qu'en plus que des milieux classiques, terrestres, aériens, maritimes, nous combattons aussi dans l'espace exo-atmosphérique, dans le cyberespace et dans le champ informationnel. Dans le contexte actuel, en fait, vous comprenez bien que cela n'est pas anodin et qu'en fait, Orion est bien plus qu'un exercice. Orion, c'est tout d'abord un jalon vers le cheminement qu'on a choisi
vers l'exigence de la haute intensité, qui a été définie dans la revue stratégique en 2013 et rappelée régulièrement jusqu'à la revue nationale stratégique qui a été éditée en 2022. Dans ce domaine, rien n'est jamais acquis et il est indispensable pour nous de s'entraîner contre un ennemi qui possède en fait les mêmes capacités que les nôtres. Ça, c'est le premier point, mais aussi de s'entraîner dans des terrains libres, c'est-à-dire hors des zones militaires sur lesquelles on manœuvre habituellement. Pouvoir s'entraîner dans ces conditions les plus proches du réel est un atout décisif pour développer les capacités opérationnelles qui soient aptes au combat. Pour autant, comme c'est le cas aujourd'hui et ici sur ce site, on a toujours besoin de camps militaires parce que, en particulier pour dérouler des exercices à tir réel, c'est bien évidemment dans les camps militaires qu'il faut le faire. Mais hors de ces camps, quand on est confronté aux contraintes habituelles des milieux physiques, on apprend beaucoup plus et beaucoup plus vite. Et c'est déjà dans les premiers retours d'expérience que vous avez entendus ce matin, c'est bien ce qui a été mis en avant, c'est-à-dire la friction avec le réel. D'ailleurs, dans le monde réel, tout ne se déroule pas forcément bien. On fait parfois des erreurs, on ne réussit pas toujours aussi bien qu'on l'aurait voulu. En fait, c'est normal. Et je serais même inquiet si tout se déroulait normalement. Soit ça voudrait dire qu'on me ment, soit ça voudrait dire que le niveau d'ambition de l'exercice est insuffisant. Donc oui, des difficultés, il y en a. Et je pense que c'est important qu'on ait des difficultés parce que c'est comme ça qu'on apprend. L'important est d'apprendre. Et je vous l'ai dit, on apprend plus finalement de ses échecs que de ses succès. C'est quelque chose qui est bien connu. Deuxièmement, Orion est bien plus qu'un exercice parce qu'il est aussi un laboratoire pour expérimenter de nouveaux modes d'action, de nouvelles approches. En effet, le développement de notre puissance de combat et de son efficacité opérationnelle passe d'abord par notre capacité à combiner des effets aussi bien cinétiques et destructeurs que immatériels. Là aussi, il y a différents points qui vous ont été très bien présentés ce matin lors des présentations juste précédentes. Néanmoins, ici, bien évidemment, vous ne verrez qu'une partie des moyens d'Orion, parce qu'en fait, c'est qu'une démonstration et qu'à partir d'une tribune, il n'est pas possible de voir la totalité d'un champ de bataille. Peut-être qu'à l'époque des guerres napoléoniennes, on pouvait surplomber Austerlitz et voir la totalité du champ de bataille. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas du tout. Et le général Gaulin vous l'a dit, en fait, sa zone d'action est une zone d'action de plus de 400 km². 400 sur 250 km², donc c'est une zone énorme, donc ce n'est pas d'ici que vous allez tout voir. Mais au cours de cet exercice, donc il y a une sorte de, dans ce qu'on va vous présenter ici, une compression de l'espace et du temps, mais néanmoins, au cours de cet exercice, les armées ont été présentes sur Terre, sur et sous les mers. On n'a pas réussi à le faire venir jusqu'ici, dans les airs, mais aussi dans l'espace, dans le cyberespace, ou également dans les champs informationnels ou électromagnétiques. Et si on veut être efficace, il faut que nous soyons capables de bien synchroniser nos actions dans tous ces domaines. C'est en recherchant et en développant cet état d'esprit dès l'entraînement qu'on contribue à forger des réflexes d'intégration concrets dans les armées à tous les niveaux. Donc c'est le retour d'expérience après qui permet de pleinement profiter de ça. La prochaine loi de programmation militaire, qui est portée par le ministre des Armées, mais également par les chefs d'état-major d'armée, en fait, nous donnera concrètement les moyens pour atteindre cette ambition. Troisième intérêt d'Orion, en fait, c'est une démonstration de notre crédibilité. L'armée française est une armée d'emploi, en fait, qui est engagée au quotidien dans des opérations complexes, souvent dures. L'opération Sagittaire, qui a permis la semaine dernière, en coordination étroite avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, l'évacuation du Soudan de plus de 1000 ressortissants français et étrangers, en fait, on a une bonne illustration. Cependant, en fait, on ne peut pas s'arrêter à ce qu'on sait faire, même si c'est des choses difficiles. Et donc, nous cherchons volontairement à nous mettre en difficulté pour adapter et maîtriser tout le spectre de la conflictualité. Spectre de la conflictualité qui va des affrontements de haute intensité, c'est vraiment le thème central de Orion 4, à la lutte contre le terrorisme militarisé, c'est ce qu'on est en train de faire au Sahel, c'est ce qu'on a fait en Afghanistan, en passant par les menaces portées par les stratégies hybrides, sur lesquelles il n'est pas toujours facile de s'entraîner, mais là aussi, vous avez pu le voir ce matin, il y a un gros effort qui a été fait pour complètement intégrer ça dans l'exercice. C'est de cette manière que nous continuerons à progresser et que nos alliés savent de cette manière qu'ils pourront compter sur nous le jour venu. De plus, nous travaillons pour que notre capacité d'intégration soit une réalité. C'est ce que nous faisons par exemple en Estonie, en Roumanie, mais également lorsqu'on déploie le groupe aéronaval ou encore aujourd'hui avec les patrouilles de défense aérienne qui sont au-dessus de la Pologne avec nos alliés. On doit continuer à progresser dans ce sens-là,
c'est là aussi un défi qui est permanent. Orion nous y aide avec la participation à cet exercice de nombreux pays alliés. Vous en voyez ici parmi vous avec des tenues allemandes, des tenues américaines, des tenues belges, et j'en oublie, des Italiens aussi, qui ont participé soit à Orion 4, soit à Orion 2. Et je remercie sincèrement tous ces pays pour leur contribution à cet exercice-là. Un exercice comme Orion nécessite néanmoins un réel effort collectif et finalement est un savoir-faire qui nécessite un peu de pratique. Et vous avez bien compris qu'en fait, on s'est relancé sur ce cycle des grands exercices, donc on est aussi un peu en phase de redécouverte. Mais néanmoins, ça ne peut marcher que s'il y a un réel effort collectif qui est passé. Donc je remercie tous ceux qui ont permis le bon déroulement de cet exercice en sécurité, mais également en bonne entente et en bonne intelligence avec nos concitoyens, parce que c'est aussi quelque chose qui est la caractéristique du terrain libre, c'est qu'on est au contact de nos concitoyens. Donc merci au CRRFR qui était directeur de cet exercice-là et à son chef, le général Gaulin, qui est ici présent. Merci Emmanuel. Je pense aussi, et avec beaucoup de reconnaissance, au service de l'État et à l'action déterminante des préfectures qui permettent de dérouler ces exercices dans de bonnes conditions. J'exprime également tous mes remerciements aux maires qui accueillent sur leur domaine et sur leur périmètre communaux en fait, les forces qui manœuvrent et qui se déploient sur ces terrains-là. Tout s'est bien passé, avec quelques des incidents inévitables, mais des incidents qui ont été maîtrisés. Donc à la fois merci messieurs les élus, mais aussi merci aux unités qui ont pris soin de faire ça avec délicatesse, même si quelquefois, c'est vrai, on fait un peu de bruit. Enfin, je vous remercie, vous, pour l'intérêt que vous portez aux armées en étant présent ici aujourd'hui, que l'intérêt que vous portez à la défense nationale de manière plus globale. Je peux vous inviter finalement à partager ce que vous aurez vu ici pour être un peu les ambassadeurs de l'état d'esprit que Orion veut dégager, mais également des ambassadeurs de nos armées, de vos armées. Ce sont vos armées, ce sont nos armées. Je termine cette présentation en partageant ma fierté des soldats marins aviateurs, qu'ils soient militaires, d'active ou de réserve, qui ont fait le choix de servir leur pays. Servir son pays est quelque chose qui est très noble et nous en sommes tous extrêmement fiers. Néanmoins, ne soyons pas dupes, et je parle pour mes soldats, pas pour moi, c'est rarement choisir la voie de la facilité. Donc n'hésitez pas, vous avez déjà pu les rencontrer ce matin. Après cette démonstration, il y aura encore un temps possible d'échange. Allez vers eux, essayez de mieux comprendre qui ils sont, pourquoi ils font ça. Je pense qu'ils le méritent réellement. Aussi, vous verrez des soldats qui sont déterminés à vaincre, ce qu'ils ont appliqué pendant l'exercice. Aussi, ne doutez pas de notre détermination à remplir toutes les missions que nous fixera le président de la République. Avant de laisser la place à la démonstration, juste deux choses. En fait, cette démonstration est partie intégrante de l'exercice. Ça veut dire que les unités qui vont manœuvrer là ne sont pas des unités de démonstration qu'on a gardées au chaud pour les engager juste cet après-midi, avec une météo beaucoup plus favorable que celle qu'ils ont vécue pendant les 2 semaines ou 3 semaines de l'exercice. Donc non, ils sont arrivés ici avant-hier et ils se sont mis en condition de jouer la présentation qui va vous être faite. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, les images qui vont être projetées, qui en fait vont vous permettre de contracter l'espace et le temps pour avoir un peu de profondeur stratégique et essayer de mieux voir les 400 km sur 250 km sur lesquels l'opération s'est déroulée, en fait, sont pour la plupart des images qui ont été tournées pendant cet exercice-là, donc qui sont des images réelles, et normalement, ça sera même indiqué où elles ont été tournées. Il y a 2 objectifs là-dedans. Déjà, c'est d'écrire la réalité de ce qui a été fait. Secondo, je pense que c'est aussi, quand je dis qu'il faut être capable de combiner les actions dans les champs physiques et les champs immatériels, bien évidemment, notre capacité à montrer en image ce qui serait fait dans un conflit réel est quelque chose qui serait aussi déterminant. Donc finalement, c'est une partie très réaliste de l'exercice aussi. Voilà, c'est parti pour la présentation. Merci à tous, bonne journée. Nous vous invitons maintenant à mettre sur vos oreilles les casques anti-bruit et à les conserver vraiment jusqu'à la toute fin de cette démonstration. Après le lancement d'une opération militaire dans le sud d'Irlande afin de stabiliser la région et mettre fin aux exactions des milices tantales, le pays fait aujourd'hui face à une vaste offensive Mercure qui fait craindre le pire. Nuit de terreur dans l'est d'Irlande après d'intenses bombardements de l'artillerie Mercure. Jusqu'où iront les armées Mercure? La question se pose tant l'avancée semble rapide. En envahissant Arnland,
Mercure fait le choix de l'épreuve de force avec la communauté internationale et en particulier avec la France et ses partenaires. Depuis le 24 mars, les forces Mercure ont franchi la frontière d'Arnland et ont lancé une offensive en Alsace en s'appuyant sur un narratif destiné à légitimer cette invasion. Le 17 avril, par une manœuvre de déception, la 41e division Mercure a fixé les forces d'Arnland dans la région de Metz. 2 jours plus tard, le 19 avril, la 42e division Mercure a franchi la frontière au sud de Mulhouse et lancé une offensive en direction de Reims. Face à cette action, la France et ses partenaires déploient un corps d'armée composé de la 3e division française et de la 34e division d'infanterie américaine et placé sous commandement du corps de réaction rapide France. Sa mission est de contenir cette offensive, de canaliser l'ennemi à l'est de Reims, puis de mener une contre-attaque destinée à neutraliser la 42e division Mercure. En parallèle de cette action, les forces aériennes participent pleinement au combat en menant des missions de défense aérienne, de renseignement et de frappe dans la profondeur. Après avoir stoppé l'ennemi à hauteur de Sissonne, la force Orion s'apprête à contre-attaquer. Mais avant cela, remontons au 17 avril. Préalablement à l'engagement direct aéroterrestre, une phase initiale de compréhension et de modelage de l'ennemi est menée au travers d'une campagne de renseignement et d'action dans tous les milieux et champs opérationnels. Nous sommes le 17 avril. Pour opérer la contre-attaque des forces de la coalition Orion dans les meilleures conditions, il est nécessaire de surprendre l'ennemi et d'affaiblir sa volonté. Pour cela, une offensive dans les champs immatériels comprenait informationnel, électromagnétique et cybernétique est préparée par la coalition. Concrètement, il s'agit d'engager les forces Mercure par des actions de désinformation, de brouillage et de leurrage. La combinaison de ces actions physiques et immatérielles s'inscrit en réaction à un contexte de transformation en profondeur des conflits qui se tiennent aujourd'hui dans un environnement multimilieu multichamp ou M2MC. Nous sommes le 18 avril. Une phase de renseignement nous a d'ores et déjà permis d'obtenir l'organisation des structures de commandement Mercure, ses intentions tactiques, le déploiement de ses forces et le fonctionnement de sa chaîne logistique. Nos informations, elles proviennent de capteurs différents et complémentaires mis en œuvre dans l'espace, dans les airs et aussi à terre, sur le territoire même de Mercure. Nous sommes le 19 avril, au nord de Mulhouse. C'est depuis les airs que les opérations de neutralisation des objectifs stratégiques se poursuivent. Dans quelques instants, vous allez apercevoir une patrouille de chasseurs multirôle Rafale qui vient de pénétrer dans l'espace aérien Mercure en basse altitude pour aller frapper un objectif. Multirôle pourquoi? Car si besoin était, les aéronefs pourraient se défendre par eux-mêmes, l'avion et l'équipage étant conçus et entraînés pour passer en un instant de la configuration air-sol à air-air, et ce durant une même mission.
La manœuvre, effectuée à l'instant par le Rafale de l'armée de l'air et de l'espace, a pour but d'impressionner l'ennemi et lui laisser deviner les conséquences possibles de ses actes. Malheureusement, le commandement Mercure persévère dans son agression. La prochaine passe de chasse sera une frappe au moyen d'une bombe GBU-12 à désignation laser. Nous sommes le 20 avril au Mont Valérien. C'est ici que se trouve l'état-major de la force interalliée Orion, à laquelle sont rattachés le corps d'armée et ses divisions. Le renseignement collecté est transmis au Mont Valérien pour amorcer un processus de ciblage. Ce processus, il permet d'identifier des cibles, de définir le moment et les vecteurs pour les traiter. Le commandement de l'espace a également été mis à contribution pour préparer cette mission. L'imagerie satellite, en complément des autres types de capteurs, va notamment, grâce à sa couverture, permettre de renseigner sur l'environnement, le type de terrain, les voies de communication et les infrastructures de la zone d'intérêt. Sa précision et son immédiateté donnent au commandement des informations indispensables pour établir la situation tactique. L'armée de l'air et de l'espace met en œuvre ces nouveaux outils et apporte son expertise dans un contexte interarmé et interallié. Nous sommes le 21 avril, dans la Manche, au large des côtes d'Arnland. La marine s'emploie à garantir la liberté de navigation afin de protéger les voies de communication maritime stratégiques qui alimentent Arnland. Les moyens spécialisés de la force navale Orion dans la maîtrise des fonds sous-marins permettent à la force de connaître et surveiller les infrastructures sensibles. Dernier maillon du processus de ciblage stratégique, cette frégate multimission reçoit l'ordre de frapper 2 postes de commandement des forces armées de Mercure au moyen de missiles de croisière navale, en synchronisation parfaite avec les raids Scalp de l'aviation de chasse. Ainsi, les actions depuis l'espace, les milieux maritimes et aériens et le cyberespace vont permettre de façonner l'ennemi pour engager la force aéroterrestre sur le terrain dans les meilleures conditions et lui permettre d'emporter la décision. Nous sommes toujours le 21 avril, au milieu des Vosges cette fois, dans la profondeur ennemie. Vous pouvez observer une équipe du 13e RDP spécialisée dans la collecte de renseignements dans la grande profondeur. Parachutée en toute discrétion 3 jours auparavant en territoire Mercure donc, cette équipe vient de collecter une somme d'informations sur un chef militaire de Mercure qui lui a été désigné. Toutes ces informations collectées constituent ce que l'on appelle un dossier d'objectif. Et son exploitation permet d'identifier une opportunité. Décision est donc prise de capturer cette cible de haute valeur. La mission est confiée à un stick action spécial, SAS, du premier RPIMA, qui avait été déployé dans la profondeur avec ces 2 véhicules. Top interpellation. Le SAS du premier RPIMA stoppe le véhicule. Il faut sortir la cible et l'immobiliser en vue de son exfiltration. 2 hélicoptères du 4e RHFS appuient cette manœuvre, car la cible sera exfiltrée grâce à un Cougar qui devra pour ce faire effectuer un posé d'assaut. Un hélicoptère Tigre assure la protection.
Mission accomplie. Le reste des éléments FS s'exfiltre à son tour avec les moyens terrestres. Sous le contrôle opérationnel du commandement des opérations spéciales, le COS, les FS ont planifié et conduit une opération, celle que vous venez de voir s'est déroulée de jour, elles auraient pu tout aussi bien le faire de nuit, ceci au profit des forces terrestres. Ce domaine d'excellence française constitue une expertise plusieurs fois démontrée sur les théâtres d'opérations extérieures, qui sera primordiale en haute intensité. Nous sommes le 22 avril, à l'aube. Nous nous trouvons maintenant dans la zone d'action de la force déployée sur le terrain de Saint-Quentin jusqu'à Besançon. Dans cette zone d'opération aéroterrestre très vaste, le renseignement est primordial. Pour cela, le corps d'armée dispose à son niveau de moyens terrestres, aériens et électromagnétiques afin de préparer l'engagement. Des patrouilles de recherche profonde, PRP, ont été déployées dans la profondeur du dispositif Mercure. Elles se trouvent à la lisière tout à droite de votre champ de vision. Formées et équipées pour agir dans la zone des 80-150 km derrière la ligne des contacts, elles renseignent sur les axes de progression de l'ennemi afin de déceler son effort, les positions de son artillerie longue portée et ses moyens de franchissement. La patrouille de recherche profonde que vous apercevez s'est infiltrée dans les lignes Mercure dans la région de Châlons-en-Champagne. Elle est en train d'identifier les zones de franchissement sur la Marne, vraisemblablement choisies par la 42e division Mercure en cas de repli. Forte de 6 hommes, équipée de moyens d'observation performants, dont le nanodrone Black Hornet 3, elle met en œuvre des capteurs déportés innovants qui augmentent ses capacités de recueil d'informations. Nous sommes le 22 avril, à Chaumont. En complément des prises de vue spatiales, les drones jouent un rôle prépondérant dans le cadre de l'obtention du renseignement. Vous découvrez sur l'écran le système de drone tactique Patroller qui est en cours d'acquisition par l'armée de terre. Ce système permet de localiser et d'identifier les équipements ennemis et éventuellement de les désigner pour une frappe. Il permet aussi de survoler une position ennemie détruite pour évaluer les dommages causés, processus communément appelé Battle Damage Assessment, BDA. Vous pouvez apercevoir en ce moment même le SMDR, qui signifie Système de mini-drone de reconnaissance. C'est une patrouille légère de recherche par imagerie qu'il met en œuvre. Il transmet, en temps réel et de façon fiable et sécurisée, des flux vidéo haute définition jusqu'à 30 km de la station sol. En quelques minutes, les opérateurs sont capables d'extraire une image du flux vidéo pour constituer un dossier d'objectif.
Vous apercevez également sur l'écran le drone Shadow. C'est un système américain complet de surveillance aérienne du champ de bataille, incluant les drones, les stations de contrôle et les éventuels dispositifs de lancement. Ces missions sont très semblables à celles du SMDR que vous venez de voir. Nous sommes le 22 avril, à Laon. Le corps d'armée renseigne et agit aussi dans la dimension électromagnétique grâce aux moyens d'appui électronique du 54e régiment de transmission. Sur votre droite, vous apercevez une patrouille d'appui électronique sous blindage avec son système Lynx. C'est un capteur champ large qui renseigne de la zone des contacts jusqu'à une profondeur d'une 40aine de kilomètres. Sur l'écran, en train de décoller en cet instant, l'AWACS, véritable tour de contrôle aéroporté. Son radar caractéristique lui permet de scanner le ciel sur un rayon de plusieurs centaines de kilomètres. Et les contrôleurs de défense aérienne qui sont présents à son bord établissent la situation tactique de la 3e dimension. Ils aident également au guidage de l'ensemble des avions de la force. Nous sommes le 23 avril. Mercure mène une offensive visant les systèmes d'information de la Force Orion. Et Mercure cherche également à influencer la perception de la situation par les populations. Le combat informationnel est désormais engagé. Les cybercombattants de la Force Orion ripostent en dénonçant les exactions, les ingérences et les possibles crimes de guerre de Mercure. Sur les réseaux sociaux, la Force Orion conteste les manipulations de l'information de Mercure. Le combat se livre aussi au cœur de nos systèmes d'armes, pour contrer les cyberattaques de Mercure. Sur les réseaux du corps d'armée, les équipes de lutte informatique défensive sont engagées, et le dispositif de surveillance est immédiatement renforcé. Dans le même temps, les capacités de lutte informatique, offensives cette fois, sont engagées pour neutraliser les systèmes adverses. Nos cybercombattants pénètrent les systèmes d'information de Mercure pour entraver ses capacités. Nous sommes le 24 avril. Suite au processus de ciblage, le commandant de la 3e division Orion décide de détruire un dépôt logistique afin de désorganiser les flux de ravitaillement de la 42e division Mercure pour l'empêcher de relancer sa manœuvre offensive. Le choix des cibles résulte d'une analyse systémique de l'ennemi demandée par le général de corps d'armée qui s'attache à identifier chez l'ennemi ses yeux pour nous déceler, son cerveau pour concevoir et conduire sa manœuvre, ses mains pour agir et mettre en œuvre ses capacités, et enfin, ses jambes pour maintenir sa liberté d'action. Nous sommes le 25 avril. La destruction du dépôt logistique va avoir lieu. À 50 km d'ici, un lance-roquette unitaire du 1er régiment d'artillerie est désigné. La munition choisie est une roquette M31 en raison de sa longue portée et de sa précision métrique. Nous sommes le 26 avril. Parallèlement à ce processus de ciblage, la brigade d'aérocombat du corps d'armée Orion a reçu pour mission de frapper les premiers renforts de la 42e division Mercure. Elle planifie donc une mission de destruction dans la profondeur menée par des hélicoptères de reconnaissance et d'attaque du 1er régiment d'hélicoptères de combat. L'objectif est de détruire les pièces d'artillerie de longue portée Mercure et, au cours de cette mission, cette patrouille de Tigre, placée en couverture de l'action principale dans la région de Bar-le-Duc, détecte et détruit au canon de 30 mm un ennemi qui s'est dévoilé en réaction.
Les règles de sécurité applicables aujourd'hui sur ce complexe de tir n'ont pas permis de tirer avec des roquettes air-sol de 68 mm et des missiles Hellfire qui constituent, sachez-le, l'armement principal des Tigres. Nous sommes le 1er mai. 5 jours se sont écoulés. C'est le soir, entre Reims et Châlons-en-Champagne. Nous nous trouvons maintenant dans la zone des contacts. Avant de conduire la contre-attaque, la composante terrestre Orion décide de mener une opération de déception, c'est-à-dire une opération qui vise à tromper l'ennemi sur nos intentions réelles. Un officier de la 34e division d'infanterie américaine nous explique maintenant en quoi a consisté cette opération de déception baptisée Lion. In coordination with Corps Operations, we conducted a feint designed to convince the enemy they would be facing an attack on their flank. This pivotal maneuver forced the enemy to divert their attention in an effort to manage the U.S. threat, and it allowed the French 2nd Armored Brigade to conduct a counterattack against Mercure forces out of Givry. The coordinated operation was a resounding success. Nous sommes la nuit du 2 mai, à Reims. L'engagement aéroterrestre se précise. La 3e division Orion met en place une bulle de protection anti-aérienne multicouche. Son but est de préserver notre espace aérien de toute intrusion des aéronefs, drones et missiles Mercure. Elle s'appuie sur un système de défense sol-air moyenne portée Mamba, équipé de 8 missiles d'interception Aster et d'un radar multifonction Arabelle, mis en œuvre par l'armée de l'air et de l'espace. Elle repose également sur les missiles solaires très courte portée Mistral du 54e régiment d'artillerie. Ce système est destiné à participer à la défense d'ensemble d'une zone ou à assurer la protection de points particuliers comme un poste de commandement par exemple, face aux attaques ennemies menées à basse et très basse altitude. Cette fois encore, son emploi est coordonné avec les autres moyens de la 3e dimension. En l'occurrence, le Mistral est un missile tiré-oubli, c'est-à-dire que le tireur n'a pas ajusté la trajectoire après le départ du coup. C'est la munition, équipée de détecteurs de chaleur, qui accroche elle-même sa cible. Nous sommes le 2 mai, à l'aube, à Tourteron, à 10 km seulement des premières unités ennemies. En complément de la protection, la détection revêt une importance majeure. La 3e division Orion a donc déployé plusieurs moyens de surveillance du champ de bataille en utilisant un radar d'observation des intervalles appelé Murin. Cela lui permet de préciser le dispositif tactique des forces Mercure. Nouveau radar tactique de l'armée de terre dans le cadre du combat Scorpion, le Murin, que vous voyez en ce moment même, participe à la compréhension du champ de bataille. Information essentielle pour acquérir la supériorité tactique. Ce radar surveille les espaces lacunaires et permet de détecter et localiser un piéton ou un obus d'artillerie jusqu'à 12 km. Il peut aussi suivre des cibles mobiles, véhicules, hélicoptères, jusqu'à 23 km. Enfin, il aide au tir de l'artillerie et participe à la protection des bases. Nous sommes le 2 mai, 6 h du matin, sur les rives de l'Aisne. La 2e brigade blindée Orion, constituée d'unités françaises et belges, vient de franchir cette rivière à Givry. Cette opération était complexe, puisqu'il s'agissait de traverser une rivière, puis un canal, dans un contexte tactique offensif. Le franchissement du canal a été réalisé au moyen d'un système de pause rapide de travure, SPRAT, qui permet de franchir des brèches naturelles ou artificielles d'une largeur comprise entre 3 et 24 mètres. Pour juger de leur utilité, ayez simplement à l'esprit qu'en Europe, vous aurez environ tous les 20 à 25 km une coupure humide d'une
bonne quinzaine de mètres de large qu'il vous faudra franchir. Au même moment, la brigade ordonne un appui-feu artillerie contre les éléments Mercure à proximité de la rivière afin d'en sécuriser le franchissement et de permettre l'établissement d'une tête de pont. La cible qui a été désignée se trouve à 1200 mètres, juste en face de vous, tout au fond du tableau, et décision est donc prise de faire tirer des canons César. Le canon César permet de délivrer des feux d'artillerie dans toutes les conditions météorologiques, de jour comme de nuit, ce qui en fait une capacité disponible en permanence. Canon automoteur à roues, il transporte son équipage ainsi que les munitions pour 18 coups complets. Il tire avec une très grande précision jusqu'à 38 km. Enfin, sachez qu'il est aérotransportable et dispose lui-même d'une autonomie de 600 km. Nous sommes le 4 mai, 8 h du matin. SWIP, un sous-groupement tactique interarmes français de la 2e brigade blindée Orion, renforcé d'une section belge des chasseurs ardennais, vient de se saisir d'une tête de pont au sud de l'Aisne. Cette section belge, postée dans la lisière à gauche de votre position, au-delà du bosquet mais visible en direct sur l'écran, est au contact de l'ennemi. Une compagnie de reconnaissance mécanisée renforcée d'une section de chars. C'est ça l'ennemi. Et la mission de la section belge est d'empêcher cet ennemi de manœuvrer afin de faciliter l'installation du reste du sous-groupement sur une position défensive favorable. Au moment de rompre le contact, les chasseurs ardennais intensifient leur feu. Il est maintenant 8 h 30 à suivre. Le sous-groupement tactique interarmes, ou SGTIA, reprend le combat à son compte et affronte le premier échelon blindé Mercure. Le choc et le feu s'entremêlent dans un combat équilibré entre deux adversaires aux capacités similaires. Combinant les effets des chars de combat et de l'infanterie mécanisée, le capitaine commandant le sous-GTIA peut détecter, identifier et détruire l'ennemi à 4000 mètres de sa position. 99, ici Norvège. Point de situation. La section belge est au contact avec des éléments de reconnaissance ennemis. 20, nouvelle mission. À partir des lisières. Barré, face au nord. 50, appuyez 20. 99, faites aperçu. 20 aperçu. 50 aperçu. 99.
99, reçu terminé. Pendant ce temps, un hélicoptère CH-47 Chinook espagnol, escorté par un tigre de même nationalité, s'apprête à survoler notre position. Il effectue la mise en place d'une autre section d'infanterie belge qui a pour mission de couvrir l'action principale. Invité. Les tirs vont maintenant avoir lieu à proximité immédiate de votre position. Vous êtes invité à vérifier la bonne position de vos casques anti-bruit. Merci. Midi, 1000, les 4 chars en ligne de crête, attendez. 21 vu. 23 vu. 29, les 4 chars, parlez. À 21 prêt. 23 prêt. 29, à mon commandement. 5, 4, 3, 2, 1, feu. Bravo 22, les 2 chars en limite droite, feu. Avec moi, les 2 chars limite gauche, feu. Bravo 22, les 3 avec moi, les 3 chars, feu. Les 3 chars, feu. Avec moi, les 2 chars en ligne de crête, feu. « 23, avec moi, les 3 chars, feu. « 23, avec moi, les 3 chars, feu. 20, à partir de ma position et détruit l'équivalent de 3 sections de chars ennemis.
consommation 25%. RAS en mesure de maintenir mon barrage. 20 reçu, 20 nouvelle mission à partir de Belgique, couvrir face au nord-ouest, mise en place immédiate. 50 nouvelle mission, surveiller face au nord à partir des lisières. 20 reçu, 29 pivot en avant. 50 reçu. 29 en avant. Dans le même temps, une section d'infanterie blindée manœuvre embarquée à l'abri des coups et des vues de l'ennemi. La section d'infanterie blindée est un système de combat autonome qui combat à pied, appuyé par les armes de bord de ses engins. Unité riche en moyens de communication et d'observation, elle se caractérise par sa puissance de feu, sa mobilité et sa protection. Des capacités qui lui permettent de changer rapidement d'attitude, de rythme et de direction. Par la maîtrise en temps réel de l'information opérationnelle, dans le cadre de missions de destruction ou de conquête d'objectifs décisifs, le SGTIA est apte à recueillir le renseignement de tout niveau et à s'engager par tout temps. Son action s'effectue avec une grande vitesse d'exécution pour créer l'effet de surprise. Après une première phase de combat, le commandant du SGTIA décide d'employer une TPT, Tactical PSYOPS Team. Elle est équipée d'un haut-parleur lourd qui permet de délivrer des messages vers la position ennemie. Messages qui sont destinés à affaiblir sa volonté de combattre et à favoriser les redditions. Si messaggien den forciele di operati agile support ene arla, osen memboren den forciele armati mercuriene. Lo consicent renestrien den acti asclar porten. I simpli por ven vince. Inde vos bravorie, sem se clase, niebem veni helpe. Sicem en honorifien, en am grigen vos avita. Vos atarnem, le catnamen u flugun blata, tipem dem posita. Ceci est un message des forces de l'opération Agile Support en Arnland. À tous les membres des forces armées Mercure. Les conséquences désastreuses de vos actions sont claires pour tous. Des vies perdues, des familles brisées. Vous avez combattu avec courage, mais il est impossible pour vous de gagner. Vous avez déjà perdu des milliers d'hommes. Nous vous avons encerclés. La situation est sans issue pour vous. Continuer le combat est inutile et n'aboutira qu'à votre destruction. Personne ne viendra vous aider. Rendez-vous, nous garantirons votre survie. Les conventions de Genève seront respectées. Vous serez bien traités et vous pourrez rejoindre à terme vos familles. Déposez les armes, levez vos mains ou un drapeau blanc. Venez calmement vers nous, vous serez soignés, nourris et évacués vers des zones sûres. Nous sommes le 5 mai, dans la région de Rethel. La violence des affrontements mobilise durablement les ressources et impose un défi permanent aux forces logistiques pour le ravitaillement et le soutien mécanique de nos forces. Pour assurer le soutien logistique des unités au contact, la 3e division Orion s'appuie sur son groupement de soutien divisionnaire, GSD, actuellement installé à Vouziers. Il est mobile, modulaire et très réactif.
Le ravitaillement de la force occupe une place essentielle dans les opérations terrestres. Les unités du commandement de la logistique mettent en place des plots de ravitaillement au plus près des combats afin d'apporter aux unités les ressources dont elles ont besoin là où elles se trouvent. Enfin, cette logistique de l'avant n'est possible que grâce à l'existence d'un système de maintien en conditions opérationnelles et d'une chaîne d'approvisionnement agile et sécurisée, assurée depuis la métropole par des services interarmés. Il est également indispensable de disposer de stocks nationaux, de pièces de rechange et de munitions. Stocks suffisants pour assurer l'efficacité de la force aéroterrestre sur la durée dans un engagement majeur. Vous allez pouvoir assister dans les minutes qui viennent à plusieurs séquences illustrant les principales capacités du soutien divisionnaire. Le compartiment moteur du VBCI sur votre gauche a été touché par un missile anti-char Mercure. Il est hors de combat. Une équipe de réparation américaine disposant d'un char de dépannage M88, interopérable suivant les normes OTAN, va le tracter pour le sortir de la zone des combats et l'amener à l'atelier de réparation de campagne. Le porteur polyvalent lourd de dépannage PPLD est un véhicule de dépannage constitué d'un véhicule porteur 8-8 et d'un ensemble dépanneuse. Équipé d'un dispositif de levage et de remorquage, il permet l'évacuation ou l'extraction d'engins en panne. C'est le matériel majeur des groupes de récupération-évacuation, des unités blindées qui sont dédiées au dépannage au combat. Le camion citerne polyvalent de grande capacité, CCP-10, est une véritable station-service sur roue, capable de suivre les forces de la composante terrestre sur tous les terrains afin de les ravitailler en carburant. Et ce véhicule peut transporter tout type de carburant, permettant selon la mission de ravitailler aussi bien des hélicoptères que des véhicules terrestres. Une opération d'une telle envergure nécessite le transport rapide de fret et personnel au plus près du théâtre. Cela ne peut être réalisé que par la troisième dimension. L'A400M Atlas est actuellement l'avion le plus efficace pour répondre à ce besoin. Considéré comme un avion tactique à allonge stratégique, cet avion qui passe sous vos yeux, l'Atlas A400M, est capable de voler vite et loin avant de se poser sur des terrains sommaires. Ces 4 turbopropulseurs lui donnent la capacité de transporter fret et hommes qui seront aérolargués ou déposés au plus proche du théâtre. Cet A400M, celui-ci va ravitailler des unités de la 34e division américaine dans la région de Troyes. Il va effectuer une livraison par air à quelques kilomètres de notre position. Les méthodes d'aérolargage d'hommes, matériel et véhicules reposent sur des compétences complémentaires de l'armée de l'air et de l'espace et de l'armée de terre, synergie qui est l'un des facteurs clés de succès de l'opération de ce jour. Voilà, le VBCI, pris en charge tout à l'heure, est désormais attelé au M88 qu'il déplace pour l'amener à l'abri des feux. Disposant d'un bras gru, le M88 est capable de soulever un moteur ou d'effectuer des actions de maintenance directement sur le terrain sans qu'un atelier d'infrastructure soit nécessaire. L'emploi d'armes nucléaires tactiques, nucléaires et chimiques est un marqueur de la haute intensité face à un ennemi qui dispose de capacités de frappe NRBC, mais surtout d'une doctrine prévoyant de les employer de manière quasi systématique, que ce soit en attaque ou en défense. Face à cela, la coalition doit être capable de prévenir son emploi, mais aussi de réagir en cas d'attaque pour préserver le potentiel de combat humain et matériel. Vous assistez maintenant sur l'écran à la mise en œuvre d'une chaîne de décontamination tactique. Neutralisée par la combinaison du renseignement et des opérations multimilieux, multichamps qui ont été conduites, la 42e division Mercure ne dispose plus des forces suffisantes pour reprendre l'initiative ou s'opposer à notre action. Attritionnés, désorganisés, isolés les unes des autres, des unités Mercure se rendent. Le corps d'armée doit maintenant organiser cette reddition. Un protocole spécifique se met en place comprenant le désarmement, la fouille,
l'identification, le bilan médical, un premier entretien et le transfert à une autorité compétente ou encore sa traduction devant un tribunal compétent. La 42e division Mercure est disloquée et sa structure de commandement est désorganisée. Conscient qu'elle mène un combat sans issue, la plupart des unités se sont rendues suite notamment au message de démoralisation, mais d'autres se sont regroupées afin de conserver les gains territoriaux les plus importants. Les compagnies isolées constituent une dangereuse menace dans la zone arrière de notre corps d'armée et de notre division. Elles adoptent des procédés de guérilla, embuscades, attentats, blocage d'axes, organisation de manifestations. Alors qu'elles progressent vers Châlons-en-Champagne, les patrouilles de reconnaissance de notre sous-groupement tactique franco-belge viennent de déceler une compagnie d'infanterie Mercure qui s'est regroupée autour d'une position défensive qu'elle a préparée à son avantage. Cette position se trouve sur votre droite dans le découvert à environ 350 mètres. En quelques instants, le combat va s'engager entre deux adversaires à parité et chacun déterminé à vaincre. Pour effectuer une percée dans le dispositif de défense adverse, il faudra employer les moyens d'ouverture d'itinéraire du génie pour enlever les pièges et s'affranchir des obstacles que l'ennemi a installés pour protéger son dispositif défensif. La section d'infanterie qui se trouve devant la tribune reçoit pour mission de neutraliser cette position. Elle est renforcée par une équipe cynotechnique et une combat de caméra team qui, au plus près des actions, doit capter les images pour œuvrer très vite dans le champ informationnel. La section d'infanterie est composée de 3 groupes de combat, légers et équipés de fusils mitrailleurs, ainsi que d'un groupe appui qui transporte avec lui ses systèmes anti-chars RX, pièce maîtresse qui assure une capacité anti-char à courte distance. Sur la gauche de la tribune, ce groupe anti-char prend à partie 2 engins blindés Tantale qui viennent de se dévoiler à gauche, à 600 mètres dans le découvert. Avant que l'assaut proprement dit ne soit donné, la section doit encore s'approcher de l'objectif. Elle doit gagner ce qu'on appelle sa base d'assaut. Alors, pour protéger au maximum ses fantassins pendant cette ultime progression, le capitaine demande un appui-feu. Ainsi, pris à partie par un tir de saturation, l'ennemi devra se mettre à couvert sans pouvoir utiliser son armement. Les mortiers de 120 mm vont entrer en action, suivis des canons BBCI, puis des canons César, pour effectuer ce tir de saturation. 50.
50. 50 pour moi, gestion en garde, région La Bergerie. Au contact avec l'équivalent de 1 à 2 groupes de portations débarqués. En mesure de relancer mon action. 50 reçu, poursuivez. 50 reçu. Profitant du tir de saturation, la section a progressé par bond vers sa base d'assaut, appuyée par les chasseurs ardennais. Et l'assaut est ordonné. Les groupes de combat engagés progressent en appui mutuel. Ils vont coiffer l'objectif, c'est-à-dire qu'ils vont le dépasser afin de jeter un dispositif sommaire de protection. Et c'est quelques instants plus tard un autre groupe qui sera chargé de la fouille minutieuse de l'objectif. Au cours de l'assaut, un fantassin vient d'être touché par balle. Le combat de haute intensité est à l'origine de nombreuses pertes de santé. La chaîne de survie du blessé de guerre débute au plus près par la réalisation immédiate de gestes salvateurs que chaque soldat connaît par cœur. Il les a appris et répétés lors de sa formation au sauvetage au combat. Ces gestes permettent aux équipes médicales du service de santé d'intervenir encore à temps, dès la ligne de contact, pour mettre en condition de survie le blessé de guerre et procéder à son évacuation par des moyens dédiés en vue de bénéficier d'une chirurgie de sauvetage dans les meilleurs délais. Ce à quoi vous assistez en ce moment, c'est la prise en charge et l'exfiltration d'un blessé d'une zone de combat. Vous voyez à l'écran, c'est un VAB qui va assurer le transfert du blessé vers une zone où il pourra être traité ou évacué vers une structure médicale d'urgence. Toujours en contact de région La Bergerie. De plus, blessé récupéré par Maxam, en cours d'évacuation. Dans le cadre des engagements actuels et de surcroît en haute intensité, la force peut être confrontée à un afflux massif de blessés qui peut induire une tension des moyens santé et des capacités d'évacuation. Pour y faire face, le soutien médical est adapté en planification et des mesures anticipatoires sont prises
dans le cadre d'un plan MASCAL qui définit l'organisation de la force pour permettre la prise en charge de l'ensemble des blessés. Ce plan, MASCAL, a été mis en œuvre le 29 avril lors de la bataille de Sissonne du scénario Orion. Une victoire tactique sur le terrain peut n'avoir qu'un faible impact sur le plan opératif et stratégique si elle n'est pas exploitée rapidement pour communiquer vers les opinions publiques et les acteurs directs ou indirects de la crise. Pour cela, des équipes de captation d'images ont filmé les actions au plus près des combats afin de les transmettre au bureau spécialisé de l'état-major qui diffuseront ces images en appui de nos messages via les réseaux sociaux ou par des communiqués ou des interventions dans les médias. Les affrontements intenses dans l'est d'Arnland semblent désormais derrière nous. La force Orion a rempli sa mission. Commence désormais une longue phase de stabilisation. La coalition, les forces arlandaises vont continuer à travailler main dans la main avec un objectif, la restauration totale de la paix en Arnland. Remportée par la coalition interarmée et interalliée Orion, la bataille de Sissonne, la bataille de Suip, à laquelle vous venez d'assister est désormais terminée. L'action coordonnée dans les différents milieux et champs de la conflictualité a permis d'emporter la décision tant au niveau tactique qu'au niveau opératif. La France, nation cadre de la coalition, a démontré son niveau de préparation et sa capacité à planifier et à conduire une opération de grande envergure en haute intensité. La présentation dynamique est maintenant terminée. Vous pouvez retirer vos casques de protection auditive en toute quiétude. Merci de les déposer sur vos sièges. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à regagner les bus pour la suite de votre journée. Très bien, ça marche le micro. 1, 2, 3.